Donc, pour commencer, je vais juste mentionner, peut-être commencer par nous présenter. En fait, moi et ma collègue Olivia Fernandez-Pereda, on est tous les deux bibliothécaires en sciences et génie à Polytechnique Montréal. On a la particularité aussi d'être des géographes bibliothécaires. Donc, en fait, notre formation de base est en géographie. Donc, on a travaillé quand même avec des logiciels comme QGIS, quoique dans mon cas, ça remontait un peu à ma formation remonte à loin. Mais dans le cadre, évidemment, là, de nos activités à Polytechnique, il nous arrive d'avoir à répondre à des questions par rapport à ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, c'est un peu là, le but, c'est qu'on va faire peut-être juste une petite intro. Là, je vous présenterai le plan tantôt, une petite intro sur les données géospatiales, et puis on va faire une démonstration de quel genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire avec un logiciel comme QGIS, par exemple, et en utilisant des données statistiques du recensement. Donc, ça va être un petit peu ça, la thématique principale de la présentation. Avant de commencer, je voudrais juste un peu savoir, me donner une idée, là, c'est qui le genre de personnes qui assistent à la présentation. Donc, j'aimerais ça que vous regardiez dans le fil de discussion puis nous répondre très rapidement par J, P ou S, là, pour jamais, parfois, souvent. À quelle fréquence travaillez-vous avec des données géospatiales dans le cadre de votre emploi ou vos études? Donc, on a du souvent, on a quand même du parfois, on a du jamais. Ça semble être un peu mix. Souvent, j'ai quelques souvent. OK. Bon, mais ça me donne une idée, là. Je pense que c'est assez varié. J'ai du jamais, j'ai du parfois et j'ai du souvent. OK. C'est juste pour me donner un petit peu là, une idée de l'auditoire. Donc, évidemment, là, le plan de la présentation, on va aborder 3 sections. Peut-être ceux qui ont répondu, qui travaillent souvent avec des données géospatiales, peut-être que vous allez trouver la première partie un petit peu banale, mais les autres pourraient trouver ça intéressant. Je vais faire peut-être une quinzaine de minutes, là, un 12 à 15 minutes, juste pour présenter les notions de base de données géospatiales. Qu'est-ce qu'on entend par données matricielles, données vectorielles, les couches, les attributs, etc. Donc, je vais juste aborder ça. Dans la deuxième section, Olivia, vous présentez le défi amoureux. Un peu, c'est un petit peu la problématique qu'on avait décidé d'essayer de solutionner, ou en tout cas sur laquelle on veut faire la démonstration dans QGIS. Et elle va vous parler des sources de données qu'on a utilisées pour répondre à la question. Et la troisième section, ça va être vraiment une démonstration de QGIS. Évidemment, là, on va faire, ça va être un peu des activités, là, c'est pas des activités nécessairement très avancées, là, ça va être quelque chose de quand même assez général, mais qui nous permet quand même de créer une carte et de représenter spatialement un phénomène qui provient des données statistiques. Donc, c'est un petit peu ça le plan de la présentation. Si vous avez des questions en cours de présentation, je vous dirais peut-être que vous pourriez les poser dans le fil de discussion. Et puis, Olivia pourra voir là, si ça vaut la peine d'y répondre tout de suite ou si on peut attendre à la fin de la présentation pour y répondre. Mais n'hésitez pas à nous faire part de votre question. Puis, on a prévu du temps à la fin aussi pour répondre. Donc, sur ce, je vais continuer avec les données géospatiales. En fait, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, les données géospatiales, c'est des informations, excusez-moi, je vais avancer moi. Oui, donc les données géospatiales, c'est des informations qui renvoient à un emplacement de la surface de la Terre au moyen de coordonnées scientifiques précises. Donc, on appelle souvent, on va faire référence à des données qui sont géoréférencées, c'est-à-dire qu'elles sont associées à des coordonnées géographiques. Donc, c'est ce qui nous permet après ça de les positionner dans l'espace, puis de les représenter sur une carte, puis essayer de voir spatialement où est-ce qu'elles sont situées. Donc, on peut utiliser des données géospatiales pour représenter spatialement des phénomènes. Ça peut être des phénomènes naturels, phénomènes sociaux, phénomènes politiques, certains contextes. Donc, on peut représenter toutes sortes de phénomènes avec des données géospatiales. Souvent aussi, ce qu'on peut faire, c'est que, avec les données de Statistique Canada, on a accès à des couches géographiques qui nous permettent après ça d'aller y coller des données statistiques pour essayer de voir, par exemple, la répartition dans l'espace de certaines caractéristiques socio-économiques. Donc, nous, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Là, on va partir des couches des aires de diffusion et on va aller y coller des données statistiques. On va vous expliquer ça un petit peu plus tard.
Donc, évidemment, avoir des données géospatiales, comment on peut ouvrir ça, comment est-ce qu'on peut traiter ça? Bien, ça nous prend des logiciels spécialisés pour pouvoir les voir ou pour pouvoir les traiter. Il y a un logiciel comme Google Earth que probablement que la plupart d'entre vous avaient déjà utilisé ou à tout le moins vu. On peut y importer des couches des couches d'un certain format, KML, KMZ, mais ça reste un logiciel qui est quand même avec des capacités plus limitées. Mais des logiciels qu'on appelle des SIG, systèmes d'information géographique, comme QGIS ou ArcGIS pour les chanceux qui ont la possibilité d'avoir une licence, peut nous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin dans le traitement de ces données-là. Quand on parle de données géospatiales, souvent, vous allez voir aussi la notion de couche ou de layer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par des couches? C'est qu'en fait, ça va surtout être applicable à des données vectorielles. Je vais expliquer tantôt qu'est-ce que des données vectorielles, mais une couche de données, généralement, ça va être une couche qui contient des éléments de même nature ou de nature à peu près similaire. Donc, par exemple, on pourrait avoir une couche qui contient le réseau routier. On pourrait avoir une couche qui contient l'hydrographie avec les lacs et cours d'eau. On pourrait avoir une couche qui contient des bâtiments. On pourrait avoir une couche qui contient l'utilisation du territoire qui est permis par une MRC, par exemple. Donc, souvent, les données géospatiales vont se présenter sous forme de couches et c'est ça qu'on va importer dans les logiciels et qu'on va superposer ensemble pour essayer de montrer qu'est-ce qu'on veut montrer. Alors, souvent, on fait l'allusion que ça ressemble un petit peu à une pizza dans laquelle on va mettre toutes sortes d'ingrédients. Ça fait qu'on peut construire notre couche pour essayer d'aller montrer des situations. Tantôt, j'ai parlé des données de type vectoriel, mais en fait, il y a deux types principaux. C'est les données matricielles ou les données vectorielles. Donc, peut-être avant de parler des données vectorielles dont on va parler dans la démonstration tantôt, juste un petit mot sur les données de type matriciel. Là, quand vous voyez ça, généralement, c'est qu'on va parler que c'est des images statiques. C'est comme des images qui sont constituées en fait d'une matrice de pixels, là, ou si on traduit dans un langage plus simple, une photo, par exemple, une photo aérienne, serait une donnée de type matriciel. Ça peut être une carte numérisée, par exemple, une vieille carte qu'on a numérisée. Ça peut être des données matricielles. C'est des données qu'on peut importer dans des logiciels SIG pour les voir, mais c'est des données qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à traiter ou modifier. Donc, souvent, les données de type vectoriel, eux autres, sont plus modifiables en quelque sorte et plus faciles à traiter pour faire des opérations. Alors, c'est quoi la différence des données vectorielles? Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est des données qui, au lieu d'être constituées d'une série de pixels, là, on va parler plutôt d'objets. Donc, les types d'objets dans les données vectorielles, là, les trois principaux, c'est les points, les lignes ou les polygones. Donc, évidemment, selon ce qu'on veut représenter, on peut utiliser un ou l'autre des types d'objets. Par exemple, les points, souvent, on va les utiliser pour représenter des éléments plus ponctuels. Donc, par exemple, mettons qu'on va avoir une couche des hôpitaux, souvent, on va prendre un point pour représenter où est situé l'hôpital ou encore une centrale électrique ou ce genre d'éléments-là. Alors que les lignes vont servir plus à représenter les éléments de forme linéaire. Hein. Donc, par exemple, on pourrait penser tout de suite au réseau routier, c'est celui qu'on connaît le plus, qui sont des données linéaires généralement, ou encore les réseaux ferroviaires. Ça peut être les ruisseaux, par exemple, qui souvent vont être représentés par des lignes. Alors, ça, c'est le type. Et finalement, les polygones, c'est plus pour représenter des zones ou des territoires, par exemple. Donc, si, par exemple, je pourrais avoir le territoire des municipalités va généralement se représenter sous forme d'un polygone, ou ça peut être des parcs industriels ou des lacs, souvent, ça va être sous forme de polygone. Donc, c'est un petit peu les trois principaux types. Et la particularité, c'est que ces objets-là, on peut les modifier, on peut configurer les couches, changer la couleur, la taille, la largeur. Donc, ils sont très modulaires. Maintenant, on peut les superposer dans un logiciel SIG pour créer des cartes personnalisées. Donc, ça, on pourra voir tantôt qu'est-ce que ça va donner. Puis, les données vectorielles sont aussi souvent associées à des données tabulaires. Donc, souvent, on va avoir une couche de données vectorielles dans notre SIG. Et si on va voir dans ce qu'on appelle une table des attributs, là, il y en a un exemple ici là, de table d'attributs. Alors, souvent, c'est que chaque objet dans notre couche va être associé avec une série de champs dans lesquels il y aura des valeurs. Ça peuvent être des valeurs textuelles, ça peut être des adresses, des noms, ça peut être des coordonnées géographiques.
comme ici par exemple. Ça peut être, ça pourrait aussi être des données statistiques. Si on a un champ qui nous permet de faire une correspondance, on pourrait aller accoler des données statistiques, par exemple, si on a des territoires administratifs ou des limites administratives. Bref, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec la table d'attributs notamment. Un petit mot sur la projection cartographique. C'est sûr que je ne veux pas aller dans le détail dans les projections cartographiques parce que c'est quand même une notion qui est pas mal complexe, là, mais si je veux essayer juste de résumer pourquoi c'est important, c'est que généralement, quand on veut représenter une surface de la Terre, forcément, ça va être une surface qui est un petit peu sphérique, en fait, parce que la Terre, elle est sphérique. Donc, l'allusion qu'on fait souvent, c'est qu'on va prendre une plure d'orange. Puis si, par exemple, on prend une moitié de plure d'orange et que vous voulez l'aplatir, vous ne pourrez pas le faire à moins d'en faire une distorsion, de la découper, par exemple. Alors, la projection cartographique, ce que ça permet de faire, c'est d'appliquer mathématiquement des distorsions sur une surface courbe, sphérique, puis de l'aplanir pour en faire une représentation plane. Encore là, je ne vais pas aller trop loin dans les types de projections, là, mais souvent, ce qu'on cherche à faire avec les projections cartographiques, c'est qu'on cherche à aplanir une surface en conservant au maximum une ou quelques-unes parmi ces éléments-là, donc les aires, les distances, les angles ou les formes de ce qu'on trouve à la surface. Alors, c'est ce que la projection cherche à faire. Au Québec, peut-être avant de commencer, on a mis ici la projection de Bonn. Donc, évidemment, je ne prendrai pas les questions sur c'est quoi la projection de Bonn. En fait, je peux juste vous dire que c'est une ancienne projection cartographique, mais qui a la particularité d'être en forme de cœur. Alors, pour notre sujet, on avait pensé juste la mettre un petit peu pour le plaisir, là, mais si, par exemple, vous êtes au Canada ou au Québec, là, souvent, pour représenter un grand territoire comme l'ensemble du Canada ou l'ensemble du Québec, souvent, c'est la projection conique conforme de Lambert qui va être privilégiée. D'ailleurs, Statistique Canada la recommande pour l'ensemble du Canada. Et au Québec, il y a une conique conforme de Lambert du Québec là, qui avait été conçue spécifiquement pour le Québec. Souvent, c'est celle qu'on va utiliser aussi. Alors, souvent, dans un logiciel comme QGIS, elle s'y trouve, là, donc on peut la trouver. Donc, si, par exemple, vous voulez faire une carte du Québec au complet, ça pourrait être ça qu'on va chercher à privilégier. Si on est à une échelle plus petite, par exemple à l'échelle des villes, là, ça peut être un petit peu différent. Là, on a des projections comme la MTM ou la UTM. Là, des fois, vous allez entendre cette expression-là, Mercator transverse modifié ou UTM, là, Universal Transverse Mercator. À ce moment-là, pour des villes comme, là, je prends l'exemple de Montréal, là, on serait en MTM, zone 8. Et en UTM, on sera en zone 18. Alors, souvent, il faut spécifier la zone là, quand on veut aller utiliser ces projections-là. On vous a mis, là, vers la fin de la présentation, on a mis un lien vers un guide là, pour les projections cartographiques au Québec. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder. On va vous envoyer la projection après la présentation. Finalement, pour ma partie, là, je vais terminer ma section d'introduction avec ceci. Je veux juste dire un mot sur les fichiers. Quand vous faites affaire avec des données géospatiales, là, vous avez différentes extensions ici que vous pouvez voir. Là, des fois, vous allez entendre l'expression shapefile, donc c'est les fichiers en format SHP. Mais des fois, vous allez avoir aussi des fichiers en map là, qui sont compatibles avec le logiciel MapInfo. Il y a aussi des géodatabases, qui est un autre format qui ressemble plus un peu à une base de données. Vous avez des KML, KMZ. Là, ça, quand vous voyez ça, c'est vraiment plus Google Earth. Mais normalement, un logiciel SIG qui est avancé là, va permettre d'importer ces types de formats-là. Donc, QGIS le fait. Je me doute bien que ArcGIS le fait aussi. Et donc, c'est ça. Puis dans les logiciels de SIG, là, de système d'information géographique, le plus connu, c'est souvent ArcGIS, mais il coûte cher à acheter. Nous, on ne l'a pas à Polytechnique, alors nous, on utilise plutôt QGIS, qui a l'avantage d'être une option gratuite, mais qui est quand même, somme toute, assez puissante là, pour ce que ça permet de faire. Donc, en gros, ça permet le traitement de données, création de cartes personnalisées, permet de gérer, gérer ses propres couches de données, mais c'est un logiciel qui est quand même complexe à utiliser. On ne parle pas d'un logiciel qui est très user-friendly. Donc, on va faire ici une démonstration de choses un peu de base, là, mais même nous, là, on ne travaille pas tous les jours là, avec ce logiciel-là. Ça fait qu'on
moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un power user de QGIS, mais je suis capable de m'en servir, mais c'est ça. Mais ça reste qu'il y a quand même un gros potentiel avec ce logiciel. Donc, ça termine. Je vais laisser la parole à ma collègue Olivia qui va poursuivre avec la deuxième partie. Il faut que j'arrête le partage ou... ouais, oui. J'arrête le partage. OK. Donc, j'ai partagé mon écran. Puis, reprendre la présentation. Donc là, je vais vous parler du défi amoureux. On a essayé de trouver une thématique qui allait avec l'amour, parce qu'on est dans la semaine de l'amour, du Love Data Week. Puis, je vais vous parler aussi des sources qu'on a utilisées. On a essayé de trouver différentes sources pour vous montrer comment on peut les intégrer dans un logiciel de gestion de géoréférencement. Donc, on s'est créé une personne fictive qui veut chercher l'amour. Donc, on a eu une entrevue de référence avec elle. Puis, elle nous a expliqué qu'elle veut trouver l'amour, puis qu'elle veut un homme. Donc, on va chercher des hommes qui sont seuls, qui habitent à l'île de Montréal. Donc, c'est notre objectif. Puis, elle nous a dit aussi qu'elle voudrait quelqu'un qui habite près de chez elle pour pas avoir à prendre l'auto, pour pas avoir à bouger trop. Donc, cette personne habite au plateau Mont-Royal. Donc, on va viser d'abord la ville de Montréal, puis après, plus précisément, le plateau de Mont-Royal pour trouver un homme qui est en recherche de l'amour. Pour ce faire, on voulait utiliser différentes sources de données. On a commencé par les aires de diffusion qu'on est allé chercher sur GeoIndex. Mais vous pourriez aller les chercher aussi sur le web de Statistique Canada. GeoIndex, ce n'est pas tout le monde qui a accès, mais par contre, la communauté des universités, on a accès à ça. Puis, on a un tutoriel ici en bas qu'on vous montre comment aller chercher les données. Malheureusement, on n'avait pas le temps pour tout faire. Donc, on a déjà allé chercher les données, on les a déjà. Mais vous pourriez aller voir comment on l'a fait si vous ne savez pas ou ça vous tente de le faire. On a aussi choisi d'aller sur la plateforme Chas pour aller chercher des statistiques de l'état matrimonial pour trouver les hommes qui sont seuls sur l'île de Montréal. Donc, les statuts matrimoniaux de la population canadienne, on est allé là pour le recensement du 2016, que c'est le dernier auquel on a accès en ce moment. Puis finalement, on voulait trouver les endroits. On a pensé quel endroit on pourrait rencontrer des gens. Donc, on s'est dit, ça va être des bars, des restaurants peut-être. Donc, on est allé chercher finalement les établissements alimentaires. On a vu que c'est là que les bars, brasseries étaient recensés dans les données ouvertes de la ville de Montréal. Donc, pour dire un petit mot sur l'aire de diffusion, je vais mettre ici le petit dessin. Donc, ici, je vous montre le guide des bibliothèques de Polytechnique. On a un guide sur la géographie du recensement. Puis, on peut avoir des données statistiques qui vont être reliées à différentes portions du territoire. Nous, on a choisi de prendre l'aire de diffusion, ici, qui seraient les lignes vertes, pour aller prendre les statistiques les statistiques de Statistique Canada, puis aller les coller avec les aires de diffusion. Comme je vous disais, les aires de diffusion, on peut bien aller les trouver sur GeoIndex, bien sûr, le site de Statistique Canada. Il faut seulement faire attention de quelle partie du territoire on va prendre. Nous, on a pris l'île de Montréal, donc quand on a exporté notre couche, il nous a dit tout de suite qu'il allait la projeter en MTM zone 8 parce que ça prend uniquement un petit territoire comme Montréal. Mais par exemple, si vous allez dans le site de Statistique Canada et vous prenez par exemple tout le Canada, vous devriez prendre une autre projection pour pouvoir après l'importer sur QGIS, que ça va être la conique conforme de Lambert. Donc, il faut faire attention dépendamment du territoire qu'on va utiliser la projection. On vous a mis ici aussi le lien. Vous allez avoir le PowerPoint. On va vous le donner après notre présentation.
Donc, pour ce qui est de la plateforme CHASS, c'est dans l'Université de Toronto. Donc, on doit accéder pour trouver les données du recensement sur Canadian Census. Puis après, on va aller chercher l'année qu'on veut. Puis finalement, on peut choisir différentes subdivisions du territoire. Nous, on a choisi le plus petit où on peut avoir des données qui est le profil des aires de diffusion. Sur CHASS, après, on peut aller choisir notre territoire, que pour nous, ça va être Québec et plus particulièrement Montréal. Puis après, on a beaucoup d'informations et statistiques qu'on peut aller ressortir. Nous, on cherchait les hommes, que pour eux, c'est les mâles. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, les hommes qui sont seuls. Donc, on a pris ceux qui sont non mariés et ne vivant pas en union libre. Donc, on a resté avec ce données pour notre étude. Et finalement, les établissements alimentaires, nous sommes allés chercher ça dans les données ouvertes de la ville de Montréal qui sont en développement. C'est vraiment, il faut le mettre de l'avant, tout ça qui est donné ouvert. Puis, je ne savais pas exactement comment trouver les bars. Donc, j'ai fait une recherche sur restaurant, voir qu'est-ce que je pouvais trouver. Puis, j'ai trouvé dans le troisième résultat les établissements alimentaires. Donc, avec la description, je me suis dit, c'est là que je devrais aller chercher ça. Puis, je veux que vous remarquiez que, dépendamment de les données qu'on va aller importer ou aller consulter, il y a différents types de fichiers. Donc, pour la thématique des données géoréférencées, normalement, on prend les shapefiles. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait aller trouver le shapefile de tous les établissements alimentaires, mais je vais vous montrer que c'était vraiment beaucoup d'établissements. Il y avait les garderies, les écoles, les restaurants. Il y en a plein de restaurants à Montréal. Je ne savais pas qu'il y avait tellement de restaurants à Montréal. C'est incroyable. Puis, on a une autre possibilité que ça serait d'aller chercher le CSV. Donc, le CSV, on peut le ouvrir avec un Excel, puis le mettre en format tableau et on peut aller nettoyer nos données. Puis après, on peut le importer sur QGIS. Donc, comme on va déjà importer un shapefile avec les données du recensement, les aires de diffusion, excusez, on trouvait important de aussi le faire avec un tableau Excel, puis créer notre propre couche de données ponctuelles. Seulement dire que pour ce faire, il faut vraiment que les données aillent les coordonnées géographiques puis projetées. Dans ce cas-ci, quand on rentrait, on cliquait sur établissement alimentaire. Entre autres, on pouvait voir les métadonnées, puis aussi, on pouvait voir toutes les données qu'il y avait à l'intérieur des établissements alimentaires. Donc, on a trouvé qu'il y avait les bars et tavernes. Donc, on a vu que c'était correct pour nous, ces données. Puis après, on avait vu que on peut voir dans cette même feuille, on peut trouver tous les métadonnées, entre autres, s'il y a les X, Y ou la latitude et la longitude pour pouvoir aller positionner nos points dans un logiciel. Mais aussi, on peut voir un aperçu de tous les établissements alimentaires sur l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment une page qui est très intéressante. Puis maintenant, on va commencer notre démonstration d'amour sur notre logiciel QGIS. Je veux seulement attirer votre attention pour dire que QGIS, c'est un logiciel libre, puis qu'il est gratuit. C'est vrai que ArcGIS est super, mais QGIS permet que tout le monde puisse utiliser les données, que tout le monde ait accès à une utilisation très forte de l'analyse de données. Donc, il faut le mettre en avant quand même. Puis, il y a beaucoup de différentes versions de ce logiciel. C'est ça le problème des logiciels libres, que ça évolue très vite. Puis, je vous dirais, si vous allez le télécharger, faites attention de prendre le plus stable parce que c'est des logiciels qui ont quand même assez de petites problématiques à l'intérieur quand on veut faire des choses. Donc, les versions bêta, c'est toujours à pas prendre. Donc, voilà. Puis là, je vais aller directement sur mon QGIS pour vous faire la... Est-ce qu'on est dans le temps, Jimmy? Oui, ça va. Ouais. Je suis stressée avec le temps. Non, c'est correct. C'est correct.
Merveilleux. Donc, voilà QGIS. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'interface, on va faire un petit survol. Donc, j'avais noté qu'est-ce que j'allais dire pour ne pas l'oublier. Ah, voilà. Donc, en haut, on a les outils, puis les fonctionnalités. Entre autres, il y a une grande boîte à outils pour faire énormément d'analyses et de choses intéressantes, mais aussi, il y a la possibilité de prendre tous ces petites barres d'outils, puis les déplacer. Donc, on commence à travailler avec QGIS. Il y a des gens qui prennent les différentes barres à outils et ils les bougent. Donc, c'est possible de faire ça. On a ici l'explorateur qu'on appelle. Ici, cela nous permet, entre autres, d'avoir ici des arrière-plans qui sont intéressants. Je vais vous montrer pourquoi. Puis aussi d'aller directement sur notre C, par exemple, ou sur l'explorateur Windows pour aller trouver nos couches, puis les déplacer directement. Donc, c'est faisable. On ne va pas vous montrer comment le faire parce que je vais le faire avec l'arrière-plan déjà, mais c'est faisable aussi. On va le faire d'une autre manière. Il y a des gens qui enlèvent carrément l'explorateur, puis ils mettent les couches plus grands. Donc, on peut vraiment jouer avec l'interface beaucoup. Après, ici au milieu, on va avoir notre visualisation des données. Donc, toutes les couches qu'on va avoir dans la partie de couches qu'on va importer, ils vont se mettre ici dans couches. Et on va pouvoir les visualiser, les décocher, les cocher, activer ou pas. On peut les enlever. On peut faire vraiment beaucoup de choses directement ici, mais où on va voir les données qu'on a dans les couches, ça va être dans le grand carré au milieu. En bas, on a une petite boîte pour chercher des fonctionnalités à l'intérieur de QGIS. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Vous allez le voir dans le petit outil, boîte à outils qu'on a, la toolbox, puis parfois, on ne le trouve pas. Puis, on peut taper ici et le trouver directement. Puis, finalement, en bas, on a les coordonnées. Donc, la souris, quand je suis avec ma souris sur une carte, je peux voir ici les coordonnées de chaque point quand je bouge. On a aussi la loupe, la rotation, puis finalement, la projection. Donc, première chose à faire quand on ouvre un projet, quand on commence un projet, c'est d'aller créer un nouveau projet. En ce moment, je n'ai pas de nouveau projet. Quand vous allez ranger vos projets, ils vont apparaître ici et vous allez pouvoir aussi les cliquer directement pour les rouvrir. Donc, moi, je vais créer un nouveau projet. Puis, une bonne pratique à faire quand on crée un nouveau projet, c'est aller lui donner la bonne projection. Donc, nous, on va travailler avec Montréal, qui est un petit territoire. Puis, comme on a dit avant, il a sa propre projection qui est spécialement faite pour Montréal. Donc, c'est celle-là que le logiciel va nous proposer. Puis, c'est ça que GeoIndex propose aussi. Donc, ici, en projet, vous avez les propriétés ici. Donc, ici, on peut chercher. Donc, si, par exemple, on veut faire un travail dans un autre pays, on pourrait aller taper la ville ou le pays ici, puis QGIS va nous dire quelle projection il pourrait être correcte pour nous. Mais sinon, sur le web, il y a énormément d'informations. C'est très bien de connaître vraiment la bonne projection pour notre pays et pour notre territoire s'il est plus petit. Donc, comme on a dit, nous, on veut la MTM zone 8. Donc, on lui dit appliquer et on dit que c'est beau. Puis maintenant, je vais vous montrer les arrière-plans. Les arrière-plans, ils sont intéressants pour savoir que nos couches vont se positionner bien quand on va les importer. Parfois, on l'importe, puis on va vraiment voir Montréal, nous, avec notre couche, mais on ne sait pas si elle est bien positionnée dans le monde, on va dire. Donc, les arrière-plans sont hyper intéressants pour ça. Puis, moi, j'ai déjà les 5 ici. Et c'est des serveurs qui mettent ça gratuitement pour que tout le monde puisse aller le télécharger. Donc, on fait clic droit, puis nouvelle connexion. Puis là, on va pouvoir lui donner un nom. Donc, moi, j'ai donné les différents noms ici, puis les URL. On vous a mis dans le PowerPoint les 5 URL pour que vous puissiez aller les télécharger. Donc, vous allez mettre ici le URL, puis OK, puis ça va apparaître là. Et vous allez avoir les arrière-plans ici pour jouer avec eux.
Donc, moi, j'aime le OpenStreetMap. Donc, je peux ou double-cliquer ou le mettre ici directement. Puis, comme c'est un arrière-plan mondial, il ne peut pas être en MTM8 parce que sinon, il va être complètement déformé. Le MTM8, c'est vraiment pour la partie du quart de Orange de Montréal. Donc, lui, il veut vraiment avoir une projection mondiale pour pouvoir être bien positionné, puis qu'on voit bien tous les pays. Donc, il me dit ça. Il me dit qu'il faut une transformation, puis qu'il veut vraiment rester dans sa projection mondiale. Donc, normalement, il nous montre plusieurs projections, mais il y a toujours une en verte. Donc, je vous dirais, restez avec ça. Puis, vous avez la précision ici en mètres. Donc, avec les différentes projections, il va avoir des déformations, comme on a dit. Donc, il vous donne ici beaucoup d'informations sur ça. Donc, je vais dire que c'est correct. Puis là, j'ai mon arrière-plan. Maintenant, on va commencer par importer notre couche des aires de diffusion. Donc, en haut, en couche, vous voyez qu'il y a énormément de choses, mais on ne peut pas tout vous expliquer malheureusement. Donc, on va faire ajouter une couche et c'est une couche vecteur. Donc, comme on a dit, les couches qui ont des entités points, des entités lignes ou des entités polygones, ils vont être des vecteurs. Une chose importante, c'est connaître le encodage. Donc, c'est UTM-8. Je devrais pouvoir le trouver. UTF-8. Pas UTM, UTF-8. Normalement, on a vu que le gouvernement du Québec, c'est l'encodage qu'il utilise. Si ce n'est pas comme ça dans les métadonnées, il devrait le dire. Pour la ville de Montréal, c'est lui aussi qu'ils utilisent, mais c'est important de le connaître. Et je vais vous montrer que dans certains shapefiles, on est capable d'aller voir ça. Donc là, je suis dans mon dossier des aires de diffusion qu'on a exporté de GeoIndex. Puis, dans mon shapefile, j'ai énormément de fichiers. Le shapefile que je dois importer, c'est vraiment lui, qui finit par SHP. Mais par exemple, j'ai un PRJ qui est très intéressant parce que GeoIndex va me procurer ça. Puis, ça va m'aider à, si j'ai oublié la projection, je peux aller la voir. Donc, il dit bien MTM8. Puis aussi, on a le CPG. Le CPG devrait nous dire l'encodage. Donc, UTF-8. Par contre, on a vu qu'il y a beaucoup de fichiers shapefile qui n'ont pas vraiment toutes les informations. Donc, malheureusement, on ne peut pas tout savoir. Donc, on irait sur le web voir notre territoire, quel encodage ou de où viennent les données pour voir quel encodage ce gouvernement ou l'université ont utilisé pour encoder notre couche de données. Moi, je veux prendre le SHP pour aller l'importer. Puis, je vais dire fermer. Non, je vais dire ajouter. J'ai déjà fait fermer plusieurs fois. Je fais ajouter, puis ma couche est ici. Et je fais fermer. Donc, pour aller bien voir la couche, je fais un clic droit, puis je vais aller zoomer. Puis voilà, on voit que c'est vraiment à la bonne place que j'ai mon île de Montréal. Ici, vous pouvez toujours décocher et cocher les couches. Parfois, peut-être on voudrait rester uniquement comme sans l'arrière-plan ou etc. On pourrait faire ça. Donc, comme on a des aires de diffusion, on voudrait uniquement garder pour que ça soit plus visuel avec les autres données qu'on va intégrer. On voudrait garder uniquement le contour. Donc, clic droit, on fait beaucoup clic droit sur les couches. Et vous voyez déjà qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Puis les plus importantes, ce sont les propriétés, puis table d'attributs. Donc, je vais commencer par les propriétés pour aller voir la symbologie. Donc, je suis déjà ici dans la symbologie. Donc, je vais aller trouver ma ligne simple. Puis ici, en ligne simple, en type de symbole, vous avez énormément de choix. Donc, QGIS, c'est aussi intéressant pour peut-être faire des photos. Vous pourriez prendre l'île de Montréal ou la ville de Québec ou n'importe quoi. Puis, vous avez une photo que c'est à vous.
Et vous pouvez jouer beaucoup avec les lignes, avec les couleurs. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on va laisser la ligne simple. Puis ici, vous pouvez aussi jouer avec l'épaisseur du trait, le type de trait. Donc, ça fait vraiment des belles photos. Donc, je vais faire appliquer et OK. Puis, on voit que j'ai resté uniquement avec les lignes de contour, que c'est vraiment cela que ma couche va me montrer. Je vais vous montrer aussi la table d'attributs. Donc, comme Jimmy avait dit, tous les couches vectorielles viennent avec sa table d'attributs, qui est énormément importante parce qu'on peut trier, on peut faire énormément de choses ici, on peut les éditer. On ne va pas vous montrer ça, mais si vous êtes curieux puis vous ne l'avez jamais fait, c'est intéressant de voir ça. Puis, l'intéressant, c'est de voir qu'on a ici notre colonne des aires de diffusion, puis c'est la même colonne qu'on a laissée dans notre fichier de Statistique Canada pour pouvoir aller les joindre. Puis que les données de Statistique Canada puissent se joindre à cette table d'attributs. Donc, voilà pour la table. Ah, la table d'attributs, c'est intéressant aussi parce qu'elle peut rester ouverte. Donc, on peut la laisser comme ça, puis revenir quand on veut. Elle est vraiment dans une fenêtre externe. Super. Donc, maintenant, on va importer. Maintenant, on a les aires de diffusion. On veut aller chercher les hommes qui sont tout seuls sur l'île de Montréal. Donc, je vais aller encore chercher un vecteur. Pour aller importer des tableaux sur QGIS, on le fait avec une couche vecteur. Même si ce n'est pas exactement, on ne sait pas si c'est des points, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, ça marche comme ça. Donc, c'est toujours des couches vecteurs qu'on doit utiliser. C'est également le UTF pour l'encodage. Puis, je vais aller chercher mon statut matrimonial 2006. Puis, je vais dire ajouter. Et je vais fermer. Puis, j'ai ici mon tableau qui aura uniquement sa table d'attributs parce que on ne pourrait pas faire une couche de points parce qu'on n'a pas les coordonnées, latitude, longitude, puis les coordonnées IY. Mais par contre, on a ici la table d'attributs, puis on a bien laissé, quand on est allé vraiment chercher ces données, on a pris les données par aire de diffusion. Donc, quand on a exporté ces données de CHAS, la première colonne qu'on a, c'est la même qu'on va avoir dans notre couche de aire de diffusion. Puis, je pense que je te laisse la parole ici, Jimmy. Oui, oui, je peux reprendre. Je suis arrivée à la bonne place. Oui, c'est parfait. Super. Allez, donc, je vais laisser Jimmy qui reprenne parce qu'on voulait que les deux faire une petite partie de la présentation. Donc, il va continuer avec la jointure des aires de diffusion avec les données statistiques. Vous aurez deviné que je m'étais préparé un projet avec exactement là où Olivia était rendue, ou devait être rendue. Donc, essentiellement, j'ai les mêmes, comme Olivia avait importé tantôt, la couche des aires de diffusion. Et on a aussi la couche des statistiques là, qui ne contient pas d'éléments géographiques, mais qui contient une table d'attributs. Et puis là, ce que je voulais aller faire, c'était d'aller joindre les données statistiques à la couche des aires de diffusion, donc dans la table d'attributs des aires de diffusion. L'idée, c'est qu'après ça, on va pouvoir utiliser ces statistiques-là pour faire une représentation spatiale par aire de diffusion pour essayer de représenter les aires de diffusion dans lesquelles il y a, je vous montrerai tantôt, là, on va utiliser probablement la proportion d'hommes qui sont non mariés ou qui vivent seuls. Et c'est ce qu'on va essayer de voir là, pour voir où est-ce que ça se trouve sur l'île de Montréal. Donc, pour faire ça, je peux faire une jointure de champ. Donc, pour faire une jointure de champ, je peux... tantôt, Olivia vous avez expliqué qu'on pouvait faire le clic droit de la souris puis cliquer sur « Propriétés » pour aller voir les fonctions avancées. Là, on peut aussi double-cliquer sur la couche. Et c'est ici là, que j'ai toutes les plusieurs possibilités. Là, tantôt, Olivia vous avait montré la symbologie des couches, mais pour faire des jointures, on voudrait utiliser la fonction jointure.
Donc, c'est cette fonction-là qu'on peut utiliser. Là, si je viens ajouter une nouvelle jointure, on va comprendre qu'on peut aller chercher les données du... Bon, moi, il me sort ici déjà les données statistiques parce que j'ai juste 2 couches là, utilisables dans mon espace. Alors, je vais sélectionner ma couche de statistiques pour le statut matrimonial et il faut que j'identifie mes champs de jointure, en fait. Et là, ce que je veux faire, c'est d'aller chercher les champs qui contiennent les codes des aires de diffusion. Donc, on avait vu que dans la couche des aires de diffusion, c'était la colonne qui s'appelait ADI-DU. Et dans les fichiers de statistiques qu'on est allé chercher sur Chasse, le champ s'appelait code AD. Alors, c'est les deux champs qu'on va utiliser pour faire cette jointure-là. Ici, je peux aller sélectionner quel champ je veux joindre à la table d'attributs de mes aires de diffusion. Alors, dans ce cas-ci, bon, je pourrais toutes les sélectionner ou je pourrais juste en sélectionner quelques-unes. Dans ce cas-ci, ça ne dérange pas vraiment, mais celui que je vais utiliser tout à l'heure, ça va être la proportion d'hommes disponibles. Quand on dit disponible, c'est non mariés ou qui ne vivent pas en union libre. Alors, je sélectionne mes champs. Ça peut aider aussi d'utiliser, surtout si vous faites plusieurs jointures provenant de plusieurs fichiers, de mettre un préfixe pour indiquer le champ que vous ajoutez dans votre table d'attributs provient de de quelle provenance. Donc, moi, dans ce cas-ci, je pourrais dire tous mes nouveaux champs vont commencer par StatMat pour vraiment m'indiquer que ça vient du statut matrimonial. Alors, c'est ce que je peux faire ici là, pour configurer ça. Là, j'espère que ça va fonctionner. Oui, ça fonctionne. Ce matin, je l'ai essayé puis ça a planté. Alors, j'ai une jointure ici qui s'est ajoutée et là, je peux aller l'appliquer. Alors, maintenant que j'ai appliqué ma jointure, on dirait qu'il ne s'est rien passé, mais en réalité, si je vais cliquer droit sur ma couche des aires de diffusion et que j'ouvre ma table d'attributs, je vais voir à la fin de ma table d'attributs que j'ai des champs qui se sont ajoutés. Statut matrimonial, bon, ça vient de StatMat avec des codes et des statistiques. Alors, moi, tantôt, là, je l'avais mentionné, c'était cette colonne-là ici qu'on va utiliser pour faire ce que je voulais faire, là, pour faire une représentation des aires de diffusion où il y a une plus grande proportion d'hommes qui sont non mariés et qui ne vivent pas en union libre. Donc, c'est ce qu'on va faire plus tard. Donc, ma jointure est faite. Maintenant, je peux utiliser mon nouveau champ pour aller modifier, par exemple, si je veux voir les résultats un peu, ben là, je peux aller redouble-cliquer encore sur ma... peut-être avant de faire ça, je veux mentionner. Par défaut, quand on importe des fichiers, je crois qu'il va mettre comme nom de couche le nom du fichier, mais tu sais, évidemment, on pourrait modifier le nom de la couche pour que ce soit plus facile de s'y retrouver, là. Donc, en fait, théoriquement, je mettrai ici Aire de diffusion 2016. Donc, juste savoir que ça existe. Et si je double-clique et que je retourne dans ma symbologie, je peux modifier ma symbologie pour exploiter les statistiques que je viens de joindre à ma table d'attributs. Donc, par défaut, ici, là, on utilisait les symboles uniques, mais je pourrais, par exemple, utiliser des catégories si c'est des catégories que j'ai. Mais moi, dans ce cas-ci, j'ai des pourcentages, donc c'est des données, des valeurs quantitatives. Donc, probablement que ce serait plus parlant pour moi d'utiliser une symbologie là, par symbole gradué. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on peut créer un nombre de classes, choisir comment on va classifier les données pour essayer de représenter sous forme de couleurs où est-ce qu'ils sont les aires de diffusion où la valeur est la plus élevée. Donc, ce que je peux faire, moi, dans ce cas-ci, si je veux graduer, si j'utilise des symboles gradués, je vais aller indiquer en fait, moi, ce que je vois ici, là, c'est évidemment ma table d'attributs, j'ai les champs StatMat que j'ai ajoutés tout à l'heure, dont homme, dispo, proportion. Donc, supposons que je vais aller la sélectionner, c'est-à-dire que c'est là-dessus que je vais aller baser ma graduation. Et je peux aller déterminer un nombre de classes. Là, par défaut, il met toujours 5 classes, mais je pourrais le monter à 6, puis il va aller me calculer des intervalles de valeurs pour me créer différentes classes en fonction de la proportion d'hommes disponibles, en guillemets, ou qui pourraient potentiellement être à la recherche de l'amour. Alors, je peux ici avoir ces valeurs-là.
Par défaut, on me propose un mode d'intervalle égal. Là, je ne suis pas statisticien, alors, bon, je ne joue pas tous les jours là, avec ces concepts-là, ces modes de classification-là. Là, je me souviens qu'il y avait, par exemple, les ruptures naturelles, qui peut être une autre sorte de classification. Là. On peut la sélectionner. Puis si on la sélectionne, ben là, on va voir que le QGIS va venir ici modifier les valeurs d'intervalle en fonction de ça. Alors, bon, là, évidemment, on pourrait essayer de préciser ça davantage. Bon, on ne fait pas une étude scientifique là, officielle présentement. Alors là, c'est juste pour montrer un peu qu'est-ce qu'on va voir. Mais dans ce cas-ci, j'ai 6 classes avec mes valeurs. Je pourrais baisser un peu la précision pour qu'on voit mieux les pourcentages, par exemple. Les pourcentages sont en nombres décimaux. Mais ici, j'ai mes classes en fonction des pourcentages. Là, c'est sûr que si je l'applique comme ça, ben, ça fait plus ou moins beau parce que je vois juste les contours, je n'ai pas le remplissage. Mais je pourrais aller modifier ça, en fait, en utilisant ici symbole. Tantôt, Olivia avait utilisé le mode ligne simple, en fait, pour représenter les aires de diffusion, quand on veut les représenter sous forme de limites administratives. Mais on pourrait, si par exemple, on veut faire ici un remplissage là, gradué, on pourrait remettre un remplissage simple, choisir une couleur, par exemple, une espèce de rouge, et revenir ici. Alors là, mes aires de diffusion vont se remplir. Si je reviens sur ma carte, au moins ça s'est rempli, mais on a encore un petit problème, c'est qu'on voit beaucoup les traits, les contours là, qui viennent un peu empêcher de voir précisément les résultats. Mais ça s'enlève aussi assez facilement. Si on retourne dans le symbole, remplissage simple, on peut ici modifier la forme des polygones qu'on voit. Puis on pourrait, par exemple, décider d'enlever les traits de contour pour ne mettre pas de ligne. Et là, ce que ça va donner quelque chose qui ressemble plus à ceux qui sont familiers avec les cartes de densité de population, ben, ça ressemble un petit peu à ça, là, avec les pourcentages les plus élevés qui sont situés là, de ce qu'on voit ici, là, près du centre-ville, puis un peu la partie centrale de l'île de Montréal. On voit ici qu'il y a une transparence qui est appliquée. Je ne voulais pas qu'elle soit appliquée parce que j'aurais voulu vous le montrer, mais par défaut, normalement, on a une transparence à 100% qui ressemblerait à ceci. Mais des fois, peut-être que si on veut voir en arrière le fond de carte pour savoir un peu où est-ce qu'on se situe exactement, là, les aires de diffusion où la proportion est la plus élevée, on peut retourner encore dans le symbole et appliquer une transparence qui nous permet de voir à travers, puis de savoir un petit peu sur quelle rue on se trouve ou dans quel secteur exactement on est situé. Aussi, ben là, c'est sûr que là, je suis avec un fond de carte là, de OpenStreetMap. Si je voulais, par exemple, augmenter un petit peu le contraste, je pourrais décider d'aller utiliser un fond de photo aérienne qui est plus foncé, puis là, les couleurs vont ressortir un peu plus. Puis en même temps, ben, si vous voulez voir les détails vraiment au niveau photo aérienne, ben, ça peut être une option. Puis ça m'amène à juste vous mentionner qu'on peut remarquer ici que je viens d'activer ma couche de photo aérienne et évidemment, elle se trouve par-dessus toutes mes autres couches. C'est tout simplement parce que l'ordre dans la liste des couches ici correspond à l'ordre qu'on retrouve aussi sur la carte. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est juste descendre mon Google Satellite et là, pour la mettre sous la couche que je venais de créer avec mes aires de diffusion qui sont colorées en fonction du pourcentage d'hommes vivant seuls ou qui ne vivent pas en union libre, de 15 ans et plus. Donc, ça, c'était comme un peu la première étape là, pour essayer de voir les statistiques. Là, je vais juste aller ouvrir mon... j'avais quelque chose que je voulais mentionner, je pense. Là. Ça va. Donc, c'est ça. Fait que ça me permet de voir un petit peu où sont les zones, les aires de diffusion avec le pourcentage le plus élevé. Là, maintenant, ce que je peux faire, tantôt, Olivia, on avait convenu, on avait dit on était allé chercher les bars, tavernes et brasseries parce qu'on s'est dit, là, maintenant, on sait un peu où sont les aires de diffusion
qui contiennent le plus de résidents là, masculins, non mariés ou qui ne vivent pas en union libre. Maintenant, on veut savoir où sont situés les bars, tavernes et brasseries pour recommander à notre personne fictive, est-ce qu'il y a des secteurs où elle pourrait se rendre, où elle aurait plus de probabilité possiblement de rencontrer l'amour. Alors, ce qu'on peut faire ici, à ce moment-là, on va aller chercher le fichier. Donc, c'est un fichier Excel. Je vais aller ajouter une couche vecteur. Ici, je vais aller sélectionner mon fichier Excel qui s'appelle bar, taverne et brasserie. Notez que ce fichier-là, on l'a déjà nettoyé. C'est-à-dire qu'on a enlevé les restaurants, on a enlevé les cafétérias d'hôpital, les cafétérias de garderie ou d'école. Alors, on a gardé vraiment plus ce qui nous semblait plus convenir pour notre besoin. Mais évidemment, c'est un choix qu'on a fait et on aurait pu choisir autrement. Et donc, une fois que j'ai choisi mon fichier, je vais faire « Ajouter ». Et remarquez qu'ici, il y a une autre couche qui s'est rajoutée. On voit que c'est une couche, c'est juste un tableur. Hein? Il n'y a pas d'éléments géographiques sur cette couche-là parce que c'est juste un fichier Excel qu'on a rajouté. Donc, ce qu'on peut faire encore là, c'est de cliquer sur le bouton droit de la souris ici, puis d'aller ouvrir la table d'attributs pour voir qu'est-ce que ça contient. Et là, c'est là qu'on peut voir, OK, bon, on a des bars, on a des brasseries, on a des tavernes. On a des données de latitude, longitude en degrés décimaux. Généralement, ce n'est pas ça qu'on va chercher à utiliser. On va plus chercher à utiliser les coordonnées projetées qui étaient aussi inclus dans la couche qui était disponible dans les données ouvertes de la Ville de Montréal. Dans ce cas-ci, on voit que c'est des coordonnées X, Y en mètres. Alors, ça serait les champs qu'on pourrait utiliser pour créer une couche de points à partir de cette table d'attributs-là. Alors, ce que je peux faire maintenant pour ça, je vais aller dans Traitement. Oups. Ici. Et là, dans Traitement, j'ai ma boîte à outils que je peux aller ouvrir. Et dans la boîte à outils, il y a toute une série de fonctionnalités. Là, je vous rassure, on passe pas à travers toutes les fonctionnalités parce qu'on l'aurait jusqu'à dimanche probablement. Mais je vais juste montrer celle-là de création de vecteurs. Alors, création de vecteurs. Si on l'ouvre, on peut ici créer une couche de points à partir d'une table. Donc, moi, c'est ce que je veux faire dans ce cas-ci. Alors, si je rouvre cet outil-là, là, je dois aller sélectionner les barres. Là, par défaut, je vois qu'ici qu'elle est déjà sélectionnée, mais évidemment, on peut sélectionner un fichier à partir d'ici. Puis, moi, c'est ce fichier-là ici que je voulais. Là. Alors, c'est déjà le bon qui est indiqué. Et je vais aller lui dire c'est quoi mon champ qui représente les coordonnées X et les coordonnées Y. Donc, je peux aller mettre mon X et mon Y. Et je peux aller spécifier aussi le système de coordonnées, le système de projection, en fait, là, qui, dans notre cas, on avait utilisé tantôt le MTM Zone 8. De toute façon, c'était marqué dans les métadonnées à la Ville de Montréal que c'est ce qu'ils utilisaient comme projection. Et à ce moment-là, on peut aller créer notre couche de points avec cet outil-là. Là, ici, on a remarqué qu'on a une couche qui s'est rajoutée, le point depuis une table. Évidemment, vous pourriez la renommer pour avoir quelque chose de plus parlant. Mais j'ai une série de points qui s'est ajoutée. Là, il faudrait voir, par contre, nous, on avait nettoyé le fichier, mais je pense qu'on avait sélectionné à l'intérieur du fichier une catégorie qui était Montréal. Mais là, possiblement qu'ils avaient peut-être les autres catégories des villes défusionnées, là, Beaconsfield, parce que dans la page de la Ville de Montréal, on avait aussi des points dans la partie ouest de Montréal et dans la partie est. Là. Mais bon, là, finalement, on aurait pu aller le corriger. Là, mais dans notre cas, ça ne dérange pas vraiment parce que de toute façon, on couvre déjà les secteurs où la proportion qu'on recherche est la plus élevée généralement. Ça fait que ça peut quand même répondre à notre besoin. On peut voir que les bars, en fait, tous les bars, tavernes et brasseries sont représentés par des points. Hein? Olivia vous a dit tantôt, c'est évidemment quand tu importes une table ou que tu crées des tables, souvent QGIS va créer ça avec des couleurs aléatoires. Dans ce cas-ci, ce n'est pas les couleurs les plus visibles. On pourrait aller rapidement changer la couleur en utilisant style et en choisissant, par exemple, des points qui pourraient être, disons, plus jaunes. Évidemment, on pourrait aussi aller dans Propriétés, Symbologie, puis on pourrait aussi choisir d'autres points, d'autres choses que des cercles. On pourrait utiliser des symboles.
utiliser autre chose, là, mais dans ce cas-ci, bon, c'est quand même parlant un peu là, où sont situés les établissements qui nous intéressent. Donc, maintenant, on a ça. Là, ce qui nous manque, en fait, c'est qu'on avait dit que notre personne fictive habitait le quartier du plateau Mont-Royal et qu'elle ne possédait pas de voiture. Les déplacements étaient, elle préférait rencontrer quelqu'un qui serait situé dans le même quartier qu'elle. Donc, évidemment, ce que je peux faire ici, c'est d'aller chercher. Je suis allé chercher sur le site des données ouvertes de Montréal. On est allé dans, je vais m'y rendre là. On est allé chercher les limites des arrondissements. Donc, là, ce que je peux faire ici, c'est d'aller sélectionner ajouter une couche vecteur. Donc, je vais aller chercher mes arrondissements. J'avais déjà filtré avec juste le plateau Mont-Royal, mais je vais aller chercher tous les arrondissements juste pour un peu montrer comment on peut appliquer des filtres pour bien voir où se trouve l'arrondissement du plateau Mont-Royal. De toute façon, je pense que j'ai le temps de le faire. Donc, je vais importer ce fichier-là. Je vais aller spécifier, peut-être que l'automatique aurait marché, là, mais je ne prendrai pas de chance puisque je sais que les données sont en UTF-8 au niveau de l'encodage. Alors, je vais aller le spécifier tout de suite et je vais rajouter une couche. Alors là, on a une magnifique couche là, qui vient se mettre par-dessus toutes les autres avec des couleurs aléatoires et tout. Évidemment, c'est quand même facile à corriger. Donc, si je double-clique sur la couche, je vais aller sélectionner une bordure ligne simple en noir. Je vais grossir un petit peu l'épaisseur pour qu'on voit mieux les limites des arrondissements. Je pourrais aussi aller dans Étiquette pour faire apparaître les noms des arrondissements. Là. Je ne le ferai pas nécessairement, mais on pourrait faire apparaître le nom de tous les arrondissements. Mais dans ce cas-ci, moi, ce que je veux, c'est juste celui du plateau Mont-Royal. Maintenant, ce qu'on peut faire pour le plateau Mont-Royal, c'est qu'on peut aller le filtrer pour ne garder que celui-là. Alors, ce que je peux faire, c'est d'ouvrir la table des attributs. Donc, je vais fermer ça. Oups, excusez-moi, j'ai... La table des attributs, elle est ici. Alors, j'ai ici mon plateau Mont-Royal, qui est l'arrondissement que je vois ici. Là. Si je le sélectionne, par exemple, je vais le voir apparaître. Mais je vois ici là, deux des limites. Là. Je ne sais pas pourquoi la troisième limite n'apparaît pas en jaune. Mais on va juste, par contre, aller filtrer. Ça va être un petit peu plus facile à voir. On va aller désélectionner les affaires. Et pour filtrer, je pourrais aller filtrer par nom, mais ça serait plus facile même de filtrer par code ID, là, qui est l'identifiant unique de l'arrondissement. Dans ce cas-ci, c'est l'arrondissement 5. Donc, moi, ce que je pourrais aller faire, par exemple, pour ne faire apparaître que le plateau Mont-Royal, je vais aller cliquer droit sur ma couche des limites administratives, appliquer un filtre. Je vais choisir le champ code ID égal 5, mais il faut mettre le 5 avec des parenthèses droites. Et là, ce que ça veut dire, c'est que je vais aller filtrer pour aller chercher que les objets dont le champ code ID est égal à 5. Donc, si je le fais, je peux voir ici que j'ai un enregistrement seulement qui reste et c'est le bon. Ben, c'est celui du plateau Mont-Royal. Donc, si on regarde un peu les données en guise de conclusion, ben, évidemment, là, on peut voir qu'à l'intérieur du plateau Mont-Royal, ben, de façon générale, le centre-ville, évidemment, il y a beaucoup de résidents qui ont déclaré au recensement, là, on voit que la proportion est forte de gens qui soit sont non mariés ou ne vivent pas en union libre. Et dans l'arrondissement, on peut voir que la partie sud est plutôt rouge aussi et qu'il se trouve qu'il y a aussi une série d'établissements, bars, tavernes et brasseries qui sont près de cette zone-là. Là, vous me direz, oui, mais on ne sait pas si les bars sont fréquentés plus par des femmes ou par des hommes. Aussi, ça ne veut pas dire que les gens qui habitent dans ces aires de diffusion-là vont nécessairement fréquenter les bars, tavernes et brasseries qui sont situés près de chez eux. On le sait, là, on n'a pas fait une méthodologie là, qui était pour faire un projet de recherche. C'était vraiment juste pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec QGIS. Mais dans ce cas-ci, ce que je peux faire, par exemple, pour savoir c'est quoi cette rue-là et où sont ces bars-là, je pourrais aller décocher ma couche de Google Satellite, remettre ma couche de OpenStreetMap et je pourrais voir ici que les établissements
de bars, tavernes et brasseries là, qui sont près des zones où la proportion est forte là, d'hommes disponibles, entre guillemets, et beaucoup situés sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Sherbrooke et les rues Rachel. Donc, peut-être qu'on pourrait être tenté de suggérer à notre personne fictive, peut-être que ça peut être un endroit intéressant à fréquenter si cette personne-là veut maximiser ses chances de trouver l'amour en vue de la prochaine Saint-Valentin. Donc, c'est un petit peu ça. Je vais voir s'il me restait... je vais retourner avec mon PowerPoint. Donc, c'est un petit peu la diapositive de conclusion. Ça a quand même roulé assez rondement. Finalement, on a fini un peu plus tôt que ce qui était prévu. Mais c'est un petit peu ça. Donc, on vous a mis une petite diapo de conclusion ici. Donc, c'est un petit peu un exemple là, de choses qu'on peut faire avec QGIS. On ne vous a pas montré, par exemple, que c'est sûr qu'il y a aussi un module de création de cartes qu'on peut utiliser dans QGIS. Si, par exemple, on veut faire des cartes officielles, on peut aller rajouter les flèches du nord, les échelles, donc tout ce qu'on devrait normalement retrouver sur des cartes. Là, donc, les cartographes professionnels vont beaucoup utiliser ce genre de modules-là. Mais ça, bon, ça sera pour une autre présentation, là. Donc, c'était un petit peu ça, notre démonstration. Peut-être quelques mots aussi sur des ressources utiles. En fait, nous, on va obtenir la liste des participants, puis on pourra vous envoyer notre présentation par PDF, là, par courriel. Donc, si ça vous tente d'aller regarder un peu, là, il y a de la documentation sur le site de QGIS. Il y a aussi un forum et des groupes d'utilisateurs de QGIS parce que QGIS, c'est un logiciel qui est libre, gratuit et open source. Ça implique que c'est beaucoup les utilisateurs qui vont faire une partie du développement du logiciel. Donc, il y a un forum qui est très actif à ce qu'on dit. Là. Je vais aller quelques fois quand même, mais il y a le lien vers le forum. Il y a une section aussi, Statistique Canada avait produit des tutoriels et des cours là, pour QGIS qui peuvent être intéressants aussi à visionner si vous voulez en savoir plus puis essayer d'apprendre un peu plus comment fonctionne le logiciel. Donc, on vous a mis un lien vers ça. On vous a mis un lien aussi vers un document du MERN, le ministère de Énergie et Ressources naturelles, qui contient des projections utilisées au Québec là, avec les codes. Donc, pour en savoir un peu plus. Et aussi, là, on a un guide là, de la Bibliothèque de Polytechnique sur les cartes et données géospatiales. Puis, on a un onglet sur les concepts de base. Si jamais vous n'êtes pas trop familier avec les données, je m'étais un peu basé sur ce guide-là pour faire la première partie d'introduction. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, moi, ça terminerait notre intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires ou des remarques là, par rapport à la présentation. Évidemment, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole, les poser sur le chat. Moi, je voudrais dire seulement, j'ai oublié de le dire pendant ma partie, que si on veut travailler en équipe avec des données qu'on a exportées de GeoIndex ou peu importe, c'est important d'avoir nos projets parce qu'on peut garder nos projets. Il faut les mettre toujours dans le même dossier où on garde nos données pour que quand on va ouvrir les adresses soient les mêmes, puis QGIS puisse les retrouver. Puis parfois, on voudrait faire peut-être des recherches avec quelqu'un ou dans un groupe de recherche ou peu importe. On devrait avoir ça dans un nuage peut-être, que tout le monde ait accès, puis que les données restent là, puis que tout le monde puisse les utiliser dans ses projets. Oui. On a des chercheurs qui travaillent justement avec ces Spatialite, je pense, entre autres. Ils utilisent des fois le cloud là, pour mettre leurs affaires. Donc, pour le travail collaboratif, ça aide là, pour éviter les problèmes de nombre de dossiers qui changent et tout ça. J'ai une question dans le chat. J'ai Emma qui pose la question, qu'est-ce que le roster? Je ne sais pas, Emma, je ne sais pas si j'ai bien compris. Là, je ne sais pas si tu faisais référence plus à la couche raster. Si c'est le cas, quand on parle de couche raster, ouais, c'est ça. Ça va être plus quand on veut importer des données matricielles. Là. Donc, si vous avez, par exemple, à importer des photos aériennes ou des cartes numérisées,
qui sont géoréférencés, ben, c'est qu'au lieu d'utiliser les couches vecteurs, on va utiliser les rasters. Mais les rasters, normalement, on fait référence à des données de type matriciel. Hein, si je ne me trompe pas, les arrière-plans seraient des rasters. Oui, je pense, oui, effectivement. Ouais. On le fait surtout avec les photos aériennes. Parfois, on avait fait un atelier à l'Université de Montréal avec ma collègue Anne, puis Oui. on géoréférençait des photos aériennes. Puis c'est très intéressant de superposer l'actualité du territoire, par exemple sur Google Earth, mais on peut le faire aussi sur QGIS, par exemple, avec une photo aérienne des années 60, par exemple. Donc, on voit qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire. Et oui. Puis ceux qui, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà travaillé en environnement. Moi, j'avais déjà été consultant en environnement, puis j'avais fait des études de terrain contaminé, puis on consultait beaucoup les photos aériennes passées. Donc, c'est sûr qu'avoir eu un système comme ça, de pouvoir voir des photos aériennes de différentes années pour voir l'évolution du territoire, c'est quelque chose qu'on aurait beaucoup aimé pour savoir si, par exemple, il y avait des stations-service près de mon territoire, mon terrain ou des choses comme ça. Donc, ça peut être un usage aussi qu'on peut faire. Mais il y a aussi la question des licences, des données. On n'en a pas parlé, mais tu sais, là, dans notre cas, on a utilisé des données ouvertes là, de la Ville de Montréal. Mais tu sais, par exemple, les données statistiques là, pour les statuts matrimoniales, normalement, je pense que par défaut, là, on doit les utiliser à des fins d'enseignement et de recherche seulement. Alors, il faut faire bien attention de ne pas partager ces données-là avec tout le monde. Donc, quand vous allez chercher des données géospatiales, c'est important de regarder là où vous les récupérez, c'est quoi les licences qui accompagnent ces données-là pour vous assurer de faire un usage là, qui est conforme. On aurait une question sur la sauvegarde des données puis des projets dans un nuage, par exemple. C'est en fait parce que nous, on l'a vu, on a fait ce projet, les deux. Puis, si on change notre dossier de place, l'autre personne qui a déjà fait son projet avec les adresses vers le dossier où on avait avant les données, ben, le projet ne marche plus. Donc, tu ouvres ton projet, mais tu ne peux plus charger tes données parce qu'ils ne sont plus à la même adresse. Donc, c'est conseillé quand on va utiliser ces données puis les projets. Donc, quand on fait les projets, on pourrait les partager, ben, de le mettre dans bien un dossier partagé d'entreprise, d'université, bien dans un cloud. Et c'est ça que les gens font actuellement dans les grandes chaires de recherche. Ils ont leurs données, tout le monde peut les utiliser, mais ils restent là. Donc, les adresses, ils sont toujours les mêmes pour pouvoir les utiliser dans ces projets. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, puis il faut aussi préciser que c'est général, il faut que quand c'est dans le cloud, il faut évidemment que ça soit fermé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde puisse accéder à ces données-là. Donc, il faut vraiment les sécuriser. Là. C'est vrai. Ah, j'ai quelqu'un ici. C'est bien d'utiliser Chas. Les données gratuites sur StatCan n'ont parfois pas les idées géographiques, ce qui complique la cartographie. Ouais. Ouais. Ils devraient les avoir. Je pense qu'avec toute la poussée des données ouvertes et Statistique Canada est en train de changer, puis on va avoir ça bientôt pour que tout le monde puisse cartographier. Mais c'est ça, c'est long. On espère. Moi, je suis très positive. On va voir.